Merci pour votre invitation. Stéphane est parti, mais il est là. Je voulais saluer Christine et Stéphane que j'ai connus dans une vie antérieure, notamment Stéphane que j'avais rencontré avec Gerhard Bosch lorsque je faisais ma thèse et on avait commencé à discuter des marchés du travail français et allemand comparés. Et je te remercie de l'exposé que tu viens de faire parce que il nous éclaire grandement sur la réalité allemande sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, l'objet de cette table ronde porte sur les différentes voies de sortie de crise. Et comme vous le savez, ici au Parlement européen, nous sommes au cœur du débat sur la gouvernance économique européenne. Et en la matière, il y a en ce moment un coup de force organisé par le couple Merkozy. Un coup de force parce que ce que l'on appelle la méthode communautaire est mise à mal. Et d'autre part, sur le fond, il y a un pacte budgétaire qui est particulièrement discutable puisque il se contente de durcir le pacte de stabilité comme unique moyen pour sortir de la crise. Alors, plus généralement, si on veut essayer de mettre en perspective les débats, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'en matière de gouvernance économique, il y a plusieurs choix politiques qui sont possibles, parce qu'on assimile généralement la gouvernance économique et l'impératif de gouvernance à plus d'austérité et au fait qu'il faille, dans tous les pays, adopter la même politique. Alors, pour aller à l'essentiel, pour présenter les termes du débat, considérons le choix de la monnaie unique, qui était à l'origine un choix politique. À partir du moment où nous sommes dans un régime de monnaie unique, et que dans l'Union européenne, il y a des pays avec des niveaux de développement différents, qui se matérialisent par des situations de compte courant différents, comme cela vient d'être plus ou moins rappelé dans un des graphiques, vous avez plusieurs possibilités pour vous ajuster. Alors dès lors que vous n'avez plus le taux de change, parce que vous avez fait le choix de la monnaie unique, il y a deux choix possibles, qui ne sont pas des choix techniques, qui sont des choix politiques. La première solution, c'est la voie préconisée par l'Allemagne, ou plus exactement par la droite allemande, parce qu'il y a en Allemagne un débat qui gagnerait à être connu et où le SPD, les Verts et Die Linke ne sont pas forcément assimilables au choix de la droite allemande, c'est-à-dire du FDP et de la CDU. Alors, le choix de la droite allemande, c'est de dire quoi? C'est de dire que s'il y a des déséquilibres de compte courant, il faut des politiques d'ajustement structurel pour les résorber, et il faut que les pays qui sont déficitaires réduisent leur coût du travail, pratiquent les réformes structurelles sur le marché du travail, réduisent leurs dépenses publiques pour pouvoir baisser la fiscalité. Bref, pour vous autres syndicalistes, ça signifie le dumping fiscal, le dumping social, ce qu'on appelle pudiquement la modération salariale et la réduction du périmètre des dépenses sociales et des services publics. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Et c'est supposé permettre aux pays qui pratiquent cette politique de gagner en compétitivité puisque ça permettrait de réduire les coûts des entreprises et de résorber le déficit extérieur. C'est ainsi que l'on propose aux pays du sud de l'Europe de relancer leur croissance. Alors, le problème, comme vous le savez, c'est que c'est un jeu à somme nulle. Parce que si tout le monde baisse ses salaires en même temps, personne n'y gagne. C'est comme au cinéma où s'il y en a un qui se lève et que tout le monde se lève, derrière, plus personne ne voit. Là, c'est exactement pareil. Si vous baissez tous vos salaires en même temps, il n'y a pas d'avantage compétitif qui va se dégager. Et même pire, ça va être un jeu à somme négative, même pas à somme nulle, à somme négative,
puisque, au bout du compte, vous aurez cassé la demande intérieure dans l'Union européenne. Et cela s'observe très précisément. L'Europe est devenue la zone où la croissance est la plus molle du monde, et ça ne date pas de la crise, ça date du début de la décennie 2000, alors que la stratégie de Lisbonne devait faire de l'Europe la zone où la croissance est la plus forte du monde, c'est devenu la zone où la croissance est la plus faible du monde. Et pour cause, puisque on a cassé la demande intérieure européenne. Alors, l'autre solution, c'est laquelle? L'autre solution, c'est celle par laquelle il faudrait organiser, par la politique budgétaire, la convergence des pays les plus en difficulté vers les pays les plus en avance. Et pour ça, il faut naturellement un budget communautaire conséquent. J'ose même pas parler de budget fédéral, puisqu'aujourd'hui le budget communautaire représente à peine 1% du PIB communautaire. Et il faut, à défaut, que les États membres puissent disposer eux-mêmes d'une politique budgétaire s'il n'y a pas de politique communautaire. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour ça. Et qu'au contraire, il faut durcir le pacte de stabilité. La position que les socialistes et démocrates ont adoptée dans ce Parlement, mais aussi avec leurs alliés de la GUE et des Verts, c'est de considérer que si les déficits se sont creusés, c'est pas parce qu'on a été keynésien en Europe depuis 10 ans. Ça se saurait si on avait été keynésien. La montée des déficits est concomitante très précisément aux politiques conservatrices et libérales qui se sont généralisées et qui ont réduit les recettes de l'État. Et c'est ça qui explique avant tout la montée des déficits structurels. Alors, ce que nous avions proposé, parce que là, j'ai pas le temps de développer ce qu'on me dit d'arrêter, ce que nous avions proposé, c'est une chose très simple, c'est de considérer avec sérieux la proposition que faisait Keynes en 1926, dans son livre jaune, remis à l'époque à Lloyd George, qui était le chef du Parti libéral britannique, et qui expliquait qu'il fallait équilibrer les budgets de fonctionnement, mais que la politique monétaire ne suffisait pas à relancer l'investissement, et que pour cela, il fallait que la politique budgétaire prenne le relais, notamment par un budget d'investissement qui pouvait être déficitaire, puisqu'il finance l'investissement, c'est-à-dire les dépenses porteuses d'avenir qui ont un impact sur la croissance. Donc nous avons repris cette idée en disant qu'il fallait exclure du calcul des déficits budgétaires les dépenses d'investissement pour permettre, je termine, aux États membres de disposer de ressources nécessaires pour agir de façon contracyclique contre la récession et préparer l'avenir, d'une part. Et puis deuxièmement, la deuxième chose que nous mettons sur le tapis, c'est le rôle de la Banque centrale européenne, parce que face à l'éventuelle spéculation des marchés contre ce type de politique, la seule garantie, c'est effectivement que la Banque centrale puisse garantir les dettes souveraines. Et à cet égard, on parle beaucoup d'aléa moral, mais regardez l'aléa moral qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et je termine là-dessus. On vient d'accorder, quand je dis on, c'est la Banque centrale, vient d'accorder 489 milliards de prêts à 3 ans à 1% aux banques pour qu'elles rachètent à 6 ou à 10% les dettes publiques. Il y avait beaucoup plus judicieux comme choix si la Banque centrale avait directement prêté aux États à bateau, ça lui aurait coûté moins cher, ça aurait été moins risqué et ça aurait réduit les nouveaux risques de spéculation des banques sur les marchés dérivés. Merci.